Bonjour Chloé. Bonjour Isabelle. Très heureuse de te tendre aujourd'hui le micro parce que tu es une figure importante dans la défense de nombreuses causes humanistes. Tu es une véritable combattante des temps modernes, il faut le dire, il faut le reconnaître. Tu es adorée des défenseurs des droits et des libertés, mais tu es aussi crainte par tous ceux dont tu dénonces les abus. Alors on te dit intègre, audacieuse, courageuse, sensible, profondément engagée pour la liberté, la justice et la défense de nos droits fondamentaux. Si j'ai souhaité t'interviewer aujourd'hui, c'est pour honorer le courage de la femme que tu es, qui, seule contre tous, vient de soutenir à Genève sa propre plaidoirie, chapeau, dans le procès que tu as intenté contre les journalistes de Heidi News, liés à des accusations de diffamation. Il faut dire que tu es un exemple dans ta hargne à défendre ton image publique et à clarifier tes intentions face aux accusations répétées contre toi. Alors, te savoir seule à te défendre contre les attaques systématiques à ta dignité depuis 4 ans m'a beaucoup touchée, Chloé, et c'est pour ça que je t'ai demandé de bien vouloir répondre à cet entretien. Car, comme tu l'as dit si bien, tu l'as fait pour toi-même, certes, mais aussi pour tous ceux qui, parmi les opposants aux mesures sanitaires et aux décisions politiques abusives, ont été eux aussi salis dans la tourmente. Alors, j'ai envie de te dire par cette interview, merci, merci pour eux, merci pour moi aussi. Car tous n'ont pas eu l'énergie, ni la force, ni le courage, ni le soutien public, ni les moyens de porter plainte. Alors, déjà, une réaction à cette présentation. À cette présentation très élogieuse, je te remercie Isabelle. C'est à la fois tellement porteur, moteur, tout ce que tu dis, je me reconnais là-dedans. Hein. Et en même temps, tellement difficile. C'est vraiment les deux faces de la médaille parce que j'ai jamais voulu être Jeanne d'Arc, j'ai jamais voulu être une personne publique, j'ai jamais cherché la lumière en particulier. Par contre, j'ai toujours été allergique à l'injustice, quoi. Ça, c'est vraiment plus fort que moi. Et au mensonge. Parce que je l'ai beaucoup vécu dans ma propre famille, que dans ma famille, il y a beaucoup de lâcheté, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de non-dits, et que je crois être la seule de ma famille, en fait, à oser mettre en mots les choses qui ne sont pas dites et qui empoisonnent les relations. Et pour la même raison qu'aujourd'hui, je suis calomniée dans tous les sens par ces médias qui travaillent pour manifestement pas la même cause que moi, eh bien dans ma famille, on m'a aussi, pas rejeté, mais disons, jamais vraiment considéré, jamais vraiment, pas jusqu'à discréditer, mais plutôt ignoré, écarté, plutôt mis à côté. Comme ils ne sont pas dans la confrontation, il y a plutôt de l'évitement. Moi, je connais l'évitement, la fuite, je n'ai vu que ça autour de moi, je n'ai que ça comme modèle. Donc, je n'ai pas pu me construire en mimétisme ou en imitation. Je me suis construite en réaction. Et c'est vrai qu'au début de ma vie, toute cette attitude de remettre en question, de poser des questions, de ne pas suivre bêtement et aveuglément les directives sans les comprendre, était peut-être une réaction à ce que je voyais en face. Mais aujourd'hui, avec tout le travail, je dirais, psychothérapeutique, de remise en question, de lecture, de développement personnel, de constellation familiale et autres, j'ai, je pense, trouvé une sorte d'équilibre entre la réaction que j'ai face au comportement que je réprouve dans mon environnement proche et les causes qui me tiennent à cœur. Et j'en ai fait vraiment quelque chose de plus construit à mon avis et je le mets maintenant au service de mes valeurs. Alors justement, est-ce que tu veux bien nous parler de ton enfance ? Comment ton éducation et ton environnement familial ont-ils influencé ton engagement actuel pour la vérité et la justice ?
D'où vient ta force de frappe? Est-ce que ça a pris racine dans ton enfance? Alors, je pense que comme tout le monde, on devient quelqu'un avec des valeurs en fonction de notre environnement et aussi de notre constitution propre. Comme je l'ai expliqué juste avant, c'est à force de voir les mensonges, l'hypocrisie, le non-dit, que j'ai développé le contraire. Parce que ça m'insupportait. Pour moi, la vérité était plus importante que le bien-être d'apparence, de façade, qui n'était pas du tout sincère et qui mettait mal à l'aise tout le monde. Je voyais bien, y compris au sein de la génération qui précède celle de mes parents, que tous ces non-dits n'ont jamais profité à personne, en fait. Donc, je me suis construite donc en réaction à tout ça. Et j'ai dû développer ces facultés d'indépendance par la force des choses. Parce que je n'ai pas trouvé d'alliés dans mon enfance. Jamais. Tu n'avais pas une référence ou un modèle à non, aucun modèle. Aucun. J'ai l'impression d'être la première de ma lignée à avoir brisé les tabous, en fait. À avoir mis de la lumière là où il y avait de l'ombre, là où c'était caché. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à ouvrir une brèche dans ta famille Alors, des brèches, j'en ouvre tous les jours, je pense, parce que même ma mère m'a remerciée de l'avoir informée et d'avoir donné assez d'informations pour qu'elle décide de ne pas se faire injecter cette substance dont on ne connaît pas exactement la composition et encore moins les effets à moyen et à long terme. Donc, elle m'a remerciée abondamment, alors que je ne lui ai pas dit « ne le fais pas ». Je lui ai dit « regarde, ce truc est en phase expérimentale, regarde les profits qui sont faits, regarde les sanctions qui ont été données aux principaux labos, Pfizer, Moderna, etc. Et après, fais ton choix. » Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle m'en a remercié. Par contre, il n'y a pas de soutien au-delà du remerciement informel et privé, parce qu'en public, elle ne le dit pas. Et de la même façon, les autres membres de ma famille me lisent. Il y en a un qui m'a félicité à Noël, qui a osé me féliciter publiquement, c'est-à-dire au sein de la petite famille. Et là, ma mère a dit non, mais il ne faut pas en parler. Il ne faut surtout pas en parler, pas faire de vagues, tu vois. C'est ça, il ne faut pas faire de vagues. Pas une tête qui dépasse. Ça n'existe pas, on n'en parle pas et c'est tout. À présent, j'aimerais qu'on parle de ton parcours académique et ton choix pour l'enseignement. Tu as suivi des études de mathématiques et obtenu un master en 2008 que tu as complété avec une maîtrise universitaire en enseignement secondaire. Qu'est-ce qui t'a poussé dans cette voie de l'enseignement ? Alors, il faut savoir que ce n'est pas la première voie qui m'a attirée. J'ai commencé par une école d'ingénieur à l'INSA, donc à Lyon, une école d'ingénieur avec prépa intégrée, comme mes parents. Parce que mes parents sont tous les deux ingénieurs. Ils étaient ingénieurs au CERN durant toute leur carrière. Et ils se sont d'ailleurs rencontrés à l'école d'ingénieurs de Lille. Et donc, en toute logique, la mathématicienne que j'ai toujours été, en fait, la scientifique dans l'âme, a suivi les traces de ses parents scientifiques. Et puis, je me suis rendu compte rapidement que rester dans un bureau face à un ordinateur toute la journée à essayer de résoudre des problèmes théoriques ou pratiques, et la solitude que ça impliquait également, n'était pas vraiment ma voie. Et j'ai interrompu mes 2 années de prépa. Donc j'ai été quand même en 2e année en maths spé, après avoir fait la maths sup. Et à ce moment-là, une amie à moi avait tenté le concours de l'école hôtelière de Lausanne. Et je me suis dit, tiens, l'hôtellerie, pourquoi pas? J'ai toujours adoré la gastronomie, les restaurants, l'accueil. Je me suis dit, bon, je vais aller voir. J'ai été visiter l'école, je suis tombée amoureuse et j'ai fait ces 4 ans. Bon, le concours m'a paru simple. J'ai fait ces 4 ans à Lausanne, au Chalet Tagobet, que j'ai adoré. C'est une école de la vie qui m'a appris énormément de choses, y compris l'italien, y compris à me servir d'un ordinateur, y compris le droit, y compris
les lois, la composition de tous les plats qu'on peut servir dans un restaurant. Tu cuisines bien. C'est pas à moi de le dire, mais j'aime Qu'est-ce ça. qu'on dit Les de gens ta aiment bien en cuisine? général, ouais. Mais en fait, j'aime faire plaisir et j'aime savourer dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau culinaire, gustatif, mais aussi la vie en général. Donc après ça, je suis partie en Tunisie pour être géo mini-club, puisque j'avais, entre autres de mon cursus, fait le BAFA, le brevet d'aptitude aux formations d'animateurs, qui m'a permis d'être engagée au Club Med pendant quelques semaines, quelques mois. Et c'est là que j'ai rencontré mon futur ex-mari, ou ex-futur mari, je ne sais pas dans quel sens on le dit, en Tunisie, que j'ai ramené à Genève. Et ça a été le plus grand apprentissage de ma vie, je pense, parce que ce jeune homme s'est avéré être ce qu'on appelle aujourd'hui un pervers narcissique. J'ai été vraiment traitée comme une flaque de boue, non seulement utilisée, mais beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations. Monsieur n'a jamais travaillé. Et je pourrais développer pour un livre là-dessus, mais cette rencontre m'a donc fait grandir très vite. Je suis devenue adulte. Et quand je l'ai quitté, j'ai également quitté le pain quotidien parce qu'au retour de Tunisie, j'ai été embauchée comme deuxième responsable, puis responsable du pain quotidien de Genève, le premier, au boulevard Helvétique. Qui apparemment vont bientôt refuser. Voilà, si pas c'est ce que j'ai dénoncé il y a quelques jours, le paiement, semaines. Par espèce. Par espèce. Donc ils sont novateurs dans plus d'un domaine et à mon grand désespoir, novateurs dans la technologie. Oui. Moi, j'appelle pas ça un progrès. Rétrograde, ça dépend du point de vue. J'aime bien, je pratique volontiers le second degré et j'aime bien appuyer, forcer le trait sur ce que je réprouve en fait, en montrant parfois l'absurdité. Et donc le pain quotidien, je les ai quittés en même temps que mon mari, parce que de la même façon, il m'exploitait. J'avais prêté ma patente parce que j'avais passé le certificat de cafetier à Genève qui permet d'exploiter un restaurant ou un hôtel. Et j'avais tous les risques à ma charge pour un salaire de caissière parce que c'était des actionnaires des banquiers qui tenaient ce pain quotidien. En quittant mari et travail, j'ai été donc au chômage pendant plusieurs mois. Et c'est pendant cette période de chômage que j'ai pensé au métier d'enseignante, au métier de prof de maths. J'ai toujours été prof dans l'âme parce que je passe ma vie à corriger tout le monde, en français, en maths. Dès qu'il y a une erreur quelque part, je suis la première. Je ne sais pas d'où ça me vient. Peut-être de ma grand-mère qui était institutrice, la mère de mon père, qui était directrice d'école d'ailleurs, d'école primaire. Et le sens de la transmission, la volonté de communiquer mes connaissances et de permettre aux autres d'en faire quelque chose. Moi, j'ai toujours aimé l'entraide, le grandir ensemble, la collaboration, le fait d'accomplir des choses ensemble. Je trouve qu'on est beaucoup plus grand en se tenant la main que à faire cavalier seul. Et c'est toujours ce que j'ai cherché au sein de ma famille, quelque part, que je n'ai pas eu et que j'ai cherché probablement ailleurs. Mon goût pour l'enseignement donc, me vient de cette volonté aussi de justesse et de justesse autour de moi. Et les maths ont été mes premiers amours. J'ai toujours aimé les sciences et les maths en particulier pour la vérité qu'elles portent et pour l'absence d'interprétation possible face à une équation, face à une mise en formule mathématique. Pour moi, il n'y a pas d'état d'âme à avoir, il n'y a pas de philosophie à donner. C'est juste ou c'est faux, ça se démontre ou pas. On ne peut pas tricher avec les maths. Et comme j'aime la vérité, de la même façon, j'aime les sciences qui ne trichent pas. Voilà vraiment un métier qui rassemblait une grande partie de mes compétences et en même temps de mes valeurs. Tu as été très active pendant la pandémie de Covid-19, notamment à travers des manifestations et des émissions en ligne.
Qu'est-ce qui a déclenché en toi, Chloé, cet engagement intense contre les mesures sanitaires? Alors, c'est la même chose qui a suscité chez moi le besoin de vérité et de justice, c'est-à-dire que je voyais d'un coup des mesures absurdes qui nous enfermaient, qui nous empêchaient de nous rencontrer, moi qui adore les contacts, qui adore les rassemblements, les réunions. Comment as-tu senti qu'il y a quelque chose qui tournait pas rond, en fait? Mais j'ai senti ça dans mon école quand sur les murs, je voyais afficher des instructions qui disaient qu'il fallait se mettre à 2 mètres de distance les uns des autres. Pour moi, ça n'a aucun sens. J'ai remarqué à plus d'une occasion que la contagion n'est pas celle qu'on imagine avec des petites bestioles qui se baladent dans l'air, mais plutôt en fonction de notre état interne. C'est-à-dire que j'ai quelque chose à nettoyer dans mon corps, j'ai besoin de repos, j'ai des toxines à éliminer, eh bien je vais tomber malade pour que justement le corps fasse le travail de nettoyage. Mais si tout va bien, si mon moral va bien, si j'ai l'énergie, j'ai aucune raison de tomber malade. Et 2 mètres de distance ne me paraissait pas logique face à une grippe. Les chiffres que je lisais tous les jours sur le site de l'OMS n'étaient pas du tout alarmants. Ils révélaient simplement des chiffres similaires à ceux de la grippe. Et bizarrement, en même temps, l'OFSP, l'Office fédéral de santé publique, nous indiquait que les grippes n'étaient plus comptabilisées depuis le 17 mars 2020. Parce que les symptômes étaient précisément similaires à ceux du Covid. Alors ça m'a paru totalement illogique. Et quand c'est illogique, je cherche à comprendre. Je cherche à savoir ce qui se cache derrière. Et c'est là que j'ai commencé à lire, à regarder dans les différents pays les mesures qui étaient appliquées, qui étaient bizarrement similaires dans les pays occidentaux, là où on comptait le plus de malades de Covid, là où il y avait le plus de morts. On a commencé à mettre les mesures en place, je crois qu'il y avait combien? Peut-être, je ne sais plus, 5 morts, je crois, en Suisse, il me semble. 1400 cas ou un peu moins de 1000, je ne sais plus. Il faudrait que je regarde dans mes notes parce que vraiment je tenais le décompte toutes les semaines à un moment donné. Les boutiques qui fermaient, les commerces, les écoles, le masque qui faisait son apparition après avoir été interdit dans tous nos pays, un test qui ne mesure pas la quantité de virus qu'on a dans notre corps, qui a été réfuté donc par son inventeur Karim Mullis l'année d'avant, l'exercice Event 201 qui avait été mis en place par le Forum économique mondial, l'Institut Johns Hopkins et la Fondation Bill et Melinda Gates en octobre 2019, qui prévoyait les mêmes mesures qu'on a connues. Tout ça me paraissait cousu de fil blanc et ne nécessitait pas des mesures aussi drastiques et encore moins mondiales. J'ai remarqué aussi que dans les pays dans lesquels les mesures n'étaient pas appliquées, eh bien, il n'y avait pas ou presque pas de cas de Covid. Tout ça me donnait envie de dire quelque chose. Alors, je n'étais pas très axée sur les vidéos à l'époque. Je faisais beaucoup de publications sur Facebook notamment. Je n'avais pas beaucoup de réseaux sociaux. J'avais Twitter, Facebook, ma chaîne YouTube qui avait 215 abonnés. J'avais fait un tout petit peu de vidéos pendant les Gilets jaunes, des conférences sur la création monétaire. Pour moi, la monnaie est centrale pour comprendre le monde et comprendre les concentrations de richesses. Mais c'est tout. Et là, j'ai fait cette vidéo. La première, c'était pas celle de Vangavi, c'était celle qui a été un peu moins vue dans le parc Tremblay à côté de chez moi, où j'ai parlé notamment des livres qui avaient été écrits sur un virus qui aurait été détecté à Wuhan, sur un coronavirus qui causerait une pandémie mondiale, qui datait de 1981-2005. Et d'autres choses, d'autres lois, de la loi sur les épidémies qui a été faite en 2012 par notre cher ex-conseiller fédéral en charge de la santé, qui est maintenant à l'OCDE, comme vous le savez, Alain Berset. Voilà, je donnais des informations qui me paraissaient utiles d'être connues. Et puis, ça, c'était juste avant de prendre l'avion. Vous savez, à ce moment-là, les frontières étaient fermées, encore une absurdité parmi d'autres. Les frontières France-Suisse étaient fermées et j'ai quand même pu prendre l'avion sans aucun problème à l'aéroport de Genève pour aller à Paris le 20 mars 2020. Juste avant, j'ai fait cette première vidéo et puis à mon retour, le 13 avril, eh bien, j'ai fait cette vidéo qui a été vue beaucoup.
devant le bâtiment de Gavi. Voilà, on s'en souvient Parce très que bien. Gavi, c'est juste dans le quartier des organisations internationales, à quelques pas de l'OMS. C'est l'alliance vaccinale de la fondation Gates, qui a été adoubée par le Forum économique mondial en 2000 et qui était donc à quelques centaines de mètres de chez moi. Et qui avait comme mission de vacciner un maximum de monde et qui était en partenariat avec ID 2020, pardon. Je confonds avec l'agenda 2030, il y a beaucoup d'acronymes, qui s'occupe de l'identité numérique. Et de là, de fil en aiguille, j'ai parlé de la fondation Rockefeller, qui pour moi était connue de tous. J'ai la naïveté parfois de croire que tout ce que je sais moi, tout le monde y a accès et tout le monde le sait. Donc ça m'a beaucoup surprise que cette vidéo soit aussi regardée et aussi plébiscitée. Et à partir de là, on m'a demandé de continuer les vidéos. C'était pas du tout mon objectif. Ton public, ou en tout cas les gens qui sont venus, qui m'ont connu avec cette vidéo, parce que ça faisait quand même depuis 2012 que je militais pour dénoncer tout ça, hein, et pas devant les caméras. Mais les gens qui me voyaient dans la rue me disaient merci, me disaient bravo, et les gens que je ne connaissais pas me disaient mais il faut continuer, c'est important. Donc j'ai suivi les demandes en fait. Et ça m'a amené à être aux calomnies que tu citais au début, qui n'était pas du tout quelque chose que je recherchais, évidemment. Alors, justement, en matière d'activisme, tu as un vrai feu d'artifice, dont chaque fusée vient éclairer une injustice. Ouais. Le traité pandémie de l'OMS, les gilets jaunes, tu es derrière la défense des enfants également, le traité de libre-échange des multinationales, tu dénonces les investissements non éthiques, tu encourages ou tu as encouragé l'initiative Monnaie Pleine en Suisse, oui. Tu t'engages beaucoup en politique, tu as fait de la politique, tu dénonces les enfants placés abusivement par le service de protection des mineurs, évidemment le Covid-19 et puis toutes ces lois liberticides. Tu as dénoncé également la malbouffe, les mensonges relayés par les médias. Comment est-ce que tu as vécu tout ça et quel est ton secret pour ne pas t'épuiser en chemin? Déjà, comment est-ce que tu as traversé ces 4 années de combat un peu... tous azimuts. Tous azimuts, merci, tous azimuts. Et comment tu ne t'es pas perdu en chemin? Alors, ça fait pas 4 ans que je suis dans tous ces feux d'artifice. 2012. 2012, oui, ça fait 12 ans. 12 ans que, on est parti du traité de libre-échange TISA, dont tu parlais tout à l'heure, qui reliait 50 pays et qui permettait aux multinationales de s'installer partout, au même titre que les organes publics, d'avoir les mêmes subventions, les mêmes avantages. Et donc ça, j'ai beaucoup dénoncé. Mais c'est au fil de mes découvertes, de mes recherches, de mes apprentissages, de mes rencontres, que j'ai découvert vraiment le monde dans lequel on vit. Et ne parvenant pas tellement à me taire sur ce que je connais, surtout quand il y a une injustice ou un mensonge, eh bien, ça s'est développé tout seul. Et ça s'est ajouté les causes aux autres. Chaque cause s'enchaînait sur une autre cause. Mais écoute, l'énergie que j'ai, elle me vient de l'intérieur. Je ne me drogue pas, je ne fume pas, je ne m'alcoolise pas, je ne prends aucune substance spécifique. C'est vraiment le feu, ce besoin, cette envie d'un monde juste, d'un monde où tout le monde puisse faire ses choix. Je ne suis pas une sauveuse, pas du tout. Et je ne me vois pas du tout comme ça et je n'ai pas envie qu'on me voit comme ça. J'ai juste envie d'apporter ma petite brique à l'édifice du monde que j'espère, avec des gens responsables, conscients, autonomes. Comment est-ce que tu aimerais qu'on te voie, qu'on te perçoive? Comme une humaine, comme une simple humaine qui fait de son mieux et qui n'a pas de baguette magique, pas de formule spécifique, qui ne va pas sauver le monde, qui n'est pas le psy, ni la secrétaire, ni la poubelle, ni le punching ball, ni le carnet d'adresse, ni le produit d'appel. Des gens qui ont besoin d'être connus ou des gens qui ont besoin de ressources ou des gens qui ne savent pas faire ou qui croient qu'ils sont incapables d'être les propres acteurs de leur vie. Beaucoup de gens délèguent, se sentent nuls. Et c'est ça aussi dans mes classes que je voulais combattre, c'est
le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi. Mon idéal, c'est que tous les enfants et tous les adultes sachent à quel point ils sont puissants, à quel point ils peuvent déplacer des montagnes s'ils le veulent vraiment et s'ils osent. Et c'est pour ça que pour moi, la confrontation est importante. Pas la confrontation violente, pas la confrontation dans la bagarre, dans le désaccord, mais la confrontation face à soi-même d'abord, la confrontation des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas savoir, le fait d'oser briser, déchirer le voile, d'oser briser ses carcans, ses idées reçues, ses croyances, parce qu'on a peur de ce qui se cache derrière, on a peur de découvrir des choses en nous aussi qu'on n'est pas forcément préparé à découvrir. Parfois, on a peur de sa puissance aussi. Et tout ça, c'est des peurs. Et la peur, comme on le sait maintenant, c'est vraiment le contraire de l'amour. Dans l'amour, on ose tout, on se sent protégé, on a confiance en nous. Et quelles que soient nos décisions, quels que soient nos mots, quels que soient aussi les chocs que ça peut provoquer, parce que dire des vérités, ça fait mal. Dire des vérités aussi qu'on voit chez l'autre, ça fait mal. Mais on peut le dire avec bienveillance. Pour moi, la forme est tellement importante. On peut tout dire avec la bienveillance au fond du cœur. On l'a expérimenté toutes les deux. C'était très intéressant d'ailleurs. Et c'était très structurant. Parce qu'en fait, on construit des amitiés comme ça. Moi je ne conçois pas l'amitié dans le toujours bien ensemble, toujours heureux ensemble. Pour moi, une amitié, elle se construit dans le désaccord, dans les blessures, dans les confrontations d'idées, dans les chocs, dans les moments de doute, dans les moments d'épreuve. Est-ce que l'autre est là? Est-ce qu'on peut se dire qu'on n'est pas d'accord? Est-ce qu'on peut renforcer notre amitié après ça? Je pense que, en tout cas, je ne fais confiance qu'aux personnes avec qui je me suis fightée une fois ou deux. Parce que sans ça, je ne sais pas qui est en face de moi. Je ne sais pas à qui j'ai affaire. Du coup, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais on revient sur les multiples combats. Je vais juste rectifier une chose. La politique n'a jamais été pour moi un objectif de pouvoir ou de position ou de rôle, mais plutôt un moyen d'exprimer des idées, d'exprimer des points de vue, d'exprimer des faits, surtout des faits, qui ne sont jamais exprimés ni à la télé, ni par nos élus. Notamment, par exemple, dans cette campagne pour le Conseil des États et le Conseil national en octobre-novembre de l'année dernière, en 2023, où je voulais absolument qu'on parle du traité sur les pandémies de l'OMS que tu as cité, du déplacement abusif des enfants qui s'opèrent en France, en Suisse, en Belgique, partout. D'ailleurs, juste pour la petite histoire, la docteure cantonale, la médecin cantonale de Genève est passée à la tête du SPMI il y a 1 an, qui est le service de protection des mineurs, comme quoi vraiment les casquettes se changent facilement hein, dans nos belles républiques, pour aussi passer le message sur les tentatives de cessation du cash, de l'argent liquide qui est si important pour garder nos libertés, notre autonomie, pour ne pas être tracés tous les jours. Les bénéfices de la Banque nationale suisse qui ne sont pas reversés alors que la Constitution fédérale, la Constitution suisse et la loi sur la Banque nationale le préconisent sur l'agenda 2030 de l'ONU, les 17 objectifs du développement durable qui promettent des jours meilleurs, qui promettent des villes respectueuses de tous, un contrôle de l'eau, de la terre, des écoles, de l'industrie, du vivant. Mais un contrôle par qui et comment? Avec le numérique, avec la digitalisation à tout va, avec l'intelligence artificielle, avec des restrictions de liberté pour prétendument sauver le climat. Le climat ne nous a rien demandé. Le climat a des cycles, comme nous tous. La vie, c'est des cycles. Il y a des changements tous les jours. Et l'instrumentalisation de tous ces phénomènes naturels pour, à chaque fois, nous retirer nos libertés me semble dangereux. Et ce qui est dangereux, qui s'ajoute à ce qui s'annonce, c'est le muselage des voix contraires, des voix qui interrogent, des voix qui questionnent, des voix qui remettent en cause, des documents qu'on ne montre pas au grand public, des acteurs qu'on ne présente pas. Klaus Schwab n'est pas du tout connu par la population suisse. Les liens d'intérêt qui régissent les différents chefs d'entreprise et le Forum économique mondial, ce qui s'y dit, ce qui est discuté à Davos tous les ans. Personne n'en parle, les médias n'en parlent pas.
les documents qui sortent de cet organisme, les accords qui sont conclus entre le gouvernement suisse et les institutions internationales comme Gavi, l'accord de 2009 qui lui confère totale impunité, totale exonération d'impôts. Ils sont un État dans l'État, ils décident ce qu'ils veulent, ils ne seront pas inquiétés par la justice. Tous ces accords, tous ces liens d'intérêt, les effets secondaires inconnus à l'époque, de plus en plus connus aujourd'hui, sont toujours un sujet tabou dans les médias, bien que quelques voix émergent en France, notamment sur CNews, notamment sur les effets dont il était interdit de parler, nous a dit récemment Geoffrey Lejeune et Christine Kelly, un sujet tabou dans les médias. Quand j'en ai parlé devant les caméras, parce que plusieurs fois la RTS m'a interviewée, lors des manifestations notamment, n'a jamais gardé une seule interview, jamais, y compris dans la campagne politique, la campagne électorale de l'automne dernier, c'est-à-dire qu'à chaque fois je remets ces sujets sur le devant de la scène, je pose des questions sur ce qui n'est pas dit dans les médias, et bien ces interviews ne sont jamais montrées. Et la petite victoire quand même que j'aimerais encore souligner aujourd'hui, c'est la condamnation de la RTS, la radio-télévision suisse romande, en juin dernier, suite à une plainte qu'on a déposée avec Gérard Scheller, mon colistier, par rapport au débat auquel je n'ai jamais été conviée et dans lesquels ils ont présenté 4 candidats au lieu des 6 qui étaient en lice. Anastasia Venturi et moi-même qui étions sur la liste Liberté Peuple d'abord avons été totalement effacés de la RTS, qui n'a pas parlé de nous lors du débat forum du 2 novembre qui visait justement à présenter à la population genevoise et suisse romande les candidats pour Genève au Conseil des États. Eh bien, j'ai gagné, on a gagné auprès de l'AIEP, l'autorité indépendante d'examen des plaintes. La RTS est condamnée, mais n'a aucune sanction. C'est des condamnations sans peine. Donc c'est une condamnation symbolique dont personne n'entendra jamais parler puisque les médias n'en parlent pas non plus. Au fond, tu proposais simplement de faire de la vraie politique. C'est une politique avec un vrai choix qui est donné à tous et une vraie présentation de tous les sujets, y compris ceux qui ne plaisent pas aux gens qui sont en place et à ceux qui les financent. C'est vrai que tu n'as pas été épargnée, Chloé, par les coups et les jugements à l'emporte-pièce toutes ces dernières années pour le courage de tes positions, alors que visiblement tu ne revendiquais que de la bienveillance et de la vérité et de la justice. C'est ça. Avec du recul, quels sont tes regrets, tes joies dans cette traversée du désert? Comment as-tu réussi à rester debout et de quoi es-tu la plus fière? Alors, est-ce que j'ai des regrets? Est-ce que tu aurais fait dans certains dossiers les choses autrement? Peut-être les seuls regrets que j'ai, c'est d'avoir fait confiance à tout le monde, y compris aux médias, parce que je leur ai donné moult chance. Je leur ai donné des interviews, une interview d'ailleurs, de 2020 à Arnaud Robert de la RTS pour l'émission Vacarme, qui m'avait juré mordicus qu'il ne déformerait pas mes propos et qu'il était là pour la vérité. Eh bien, la conclusion, le résultat a été un morceau tronqué avec du complotiste un peu disséminé durant la bande-son et des effets sonores glauques et bizarres sur les paroles que je prononçais pour donner un ton dramatique pour aussi tourner à la dérision ce que je disais, au lieu de simplement laisser une bande-son normale avec les faits que j'énonçais. Donc la confiance que j'ai accordée à tout le monde, y compris aux personnes de la résistance, qui m'ont utilisé, qui m'ont trahi, qui m'ont menti, qui m'ont calomnié. Peut-être que la prochaine fois, je serai un petit peu plus observatrice. J'ouvrirai un tout petit peu moins les bras aveuglément et j'écouterai un peu plus mon intuition. Parce que, par exemple, lorsque Sami Zaibi, qui a été envoyé par ID News en 2020, en prétendant être un déçu des mainstream, prétendant vouloir m'aider dans mes travaux de recherche et de films, prétendant vouloir aider Agora TV, qui s'est donc proposé bénévolement pour les aider à filmer pendant 2 mois, l'été 2020, juillet-août, et qui a sorti un reportage en 8 épisodes, 66 pages, où mon nom est cité plus de 60 fois, je crois 66 fois, avec tous les qualificatifs calomnieux qu'on peut imaginer.
quand Serge Michel, le rédac-chef de ID News, m'appelle le 28 septembre 2020 en me disant bonjour, vous savez, Sami Zaïbi, votre journaliste pour Agora TV, il croyait que je travaillais avec Agora TV. Alors, il était tellement bon, Sami Zaïbi, qu'il n'avait pas compris que j'avais ma propre chaîne et mes propres réseaux. Je ne travaillais absolument pas pour Agora TV, mais bon, Serge Michel m'a assimilée à la fondatrice d'Agora TV, un mensonge parmi d'autres. Me dit oui, donc dans 15 minutes, un reportage sort sur vous, parce que Sami Zaïbi, en fait, travaillait pour nous. J'ai fait confiance à Sami Zaïbi, mais en même temps, mon intuition, que je n'ai pas écoutée, aurait pu m'informer. Parce que quand on s'est rencontrés au Remords en juin, le 17 juin, je crois, 2020, et qu'il m'a dit « Oh, j'adore tes travaux, j'adore ce que tu fais », mais qu'il n'était pas au courant que j'avais une chaîne YouTube à l'époque, parce qu'à l'époque, j'avais une chaîne YouTube. Depuis 3 ans, je n'ai plus de chaîne YouTube, donc je ne suis plus youtubeuse, je le dis au passage, depuis 3 ans, plus de 3 ans. Eh bien, Sami Zaïbi semblait ne pas connaître ma chaîne. Quelqu'un qui prétend connaître mes travaux, me suivre et m'adorer, devrait au minimum connaître mes réseaux. J'en avais 3 à l'époque et il ne connaissait pas ma chaîne. Mais j'ai voulu occulter cette information parce qu'il me semblait sympa, parce que j'avais envie de lui faire confiance, parce qu'on avait besoin d'aide, parce que j'étais dans l'enthousiasme. La défense de tes valeurs te paraissait supérieure exactement au doute reste. Et au reste. Et cette fois-ci, j'aurais dû, comme toutes les autres fois, écouter ma petite voix intérieure. Donc c'est le seul regret que j'ai, parce que ce que j'ai dénoncé, ce que j'ai donné comme information, ce que j'ai fait comme recherche, ma vie professionnelle qui a été balayée, salie, ma réputation, mon revenu, j'ai plus de revenus depuis 3 mois. Ton travail comme enseignante. Exactement. Je ne regrette pas d'avoir ouvert ma bouche et d'avoir donné ces infos, parce que beaucoup de personnes m'ont dit merci, beaucoup de personnes me sont reconnaissantes et me disent aussi que grâce à des personnes comme moi, eh bien, ils ont réussi à tenir durant ces moments difficiles, qui ne sont pas terminés d'ailleurs. Oui, juste pour, si tu veux bien juste toucher 2 mots sur ta plaidoirie et bien sûr, que ces 2 journalistes que tu viens de citer se sont retrouvés sur le banc des accusés. Alors, Sami Zaïbi n'est pas sur le banc des accusés, il a échappé à toutes les plaintes que j'ai portées. Alors, il faut savoir quand même que des plaintes, j'en ai porté à peu près une vingtaine depuis 2020, et que toutes ont été taxées d'une ordonnance de non-entrée en matière par notre procureur général, Olivier Jornaud, qui a estimé qu'il n'y avait pas matière à instruire face à toutes les insultes que j'ai reçues et les calomnies. Par exemple, le fait que j'aurais dit en classe des choses invraisemblables comme prends tes pilules ou tes tablettes pour la gorge et tu vas mourir, ou des choses comme ça, que je n'ai jamais prononcées. Et ça a été corroboré par mes élèves durant les auditions, durant l'enquête qui a été mise en place entre 2021 et 2022. Bref, les 2 journalistes, Serge Michel, donc le rédacteur en chef de ID News, et non pas Sami Zaïbi, mais Grégoire Barbet, qui était d'ailleurs militant dans les mêmes combats que moi dans les années 2012. Il était avec Gérard Scheller dans Les Indignés, par exemple. Il défendait aussi il défendait les opprimés, il défendait la justice. Eh bien, ce même Grégoire Barbet m'a assimilé à quelqu'un d'antisémite, de violent, de haineux, de dangereux, et Serge Michel également. Et c'est la seule plainte qui a été retoquée par la Cour de justice genevoise quand j'ai fait recours. Parce qu'il faut savoir que chaque fois que mes plaintes ont été balayées par le ministère public, eh bien, j'ai fait recours. Les recours ont été également négatifs, sauf celui-ci. En janvier 2023, j'ai reçu une réponse de la Cour de justice disant que cette plainte pour diffamation était admise, était recevable. Et c'est pour ça que le procès a été instruit. Le procureur général m'a convoqué dans son bureau l'année dernière. On a passé 3h30 j'étais face avec mon avocat à 3 avocats plus 2 journalistes plus un procureur général qui manifestement n'était pas en faveur de ce que je défendais et qui était plutôt du côté des prévenus. Donc j'avais face à moi 6 hommes qui voulaient me faire dire des choses qui n'étaient pas vraies et qui voulaient pouvoir, en toute impunité, me traiter d'antisémite. Ou du moins prétendre que mes publications étaient une forme d'antisémitisme. Alors je précise que les trois publications en cause sont essentiellement 2
témoignages de femmes juives qui ont vécu la Shoah et qui comparaient la discrimination des mesures de passe, notamment anti-Covid, aux discriminations qu'elles ont vécues. Aucunement le sort qu'elles ont vécu dans les camps ou d'autres choses liées à la Shoah, pas du tout. Mais ça m'est reproché, et ça c'est prétendument antisémite. Le fait que j'ai publié sur Twitter la revue L'hymne à la vie, 4 pages, qui parle du contrôle de la population à cause du virus. À la fin de ces 4 pages, en tout petit, le dernier petit encart, en minuscule petite patte de mouche, que j'ai d'ailleurs présentée au tribunal le 1er octobre lors du procès, qui indique dans les conseils de lecture les protocoles des sages de Sion, que je n'avais même pas vus, parce que ce n'est pas ça qui m'intéressait dans le document, c'était le message sur le mensonge et l'arnaque du Covid. Eh bien, cette publication m'a valu plusieurs articles dans lesquels les journalistes prétendaient que j'avais fait la promotion des protocoles des sages de Sion et que par conséquent j'étais antisémite. Ça, c'est la deuxième chose. Et d'ailleurs, Serge Michel, quand je lui ai présenté le document pendant le procès, je lui ai dit « Est-ce que vous arrivez à lire les petites pattes de mouche ?» Moi, je n'arrivais même pas à les lire à 10 cm. Il a dit oui. Le juge n'a pas relevé. Apparemment, c'est normal qu'on puisse mentir en plein procès. Et puis, la troisième chose, c'est le fait que j'avais cité plusieurs fois dans mes publications le nom de Rothschild. Alors, j'ai fait le décompte, la mathématicienne a fait le décompte, sur mes différents réseaux. J'arrive à 0,08%, entre 0,5% et 0,08% de mes publications contiennent le mot Rothschild. Il est essentiellement écrit lorsque je parle d'Emmanuel Macron, qui est un ex-banquier Rothschild. Est-ce que c'est faire preuve d'antisémitisme que de décrire Emmanuel Macron comme un ex-banquier Rothschild? Est-ce que le fait de parler de la famille Rothschild, qui a quand même un rôle assez important au vu de sa fortune et de ses influences diverses, est faire preuve d'une forme d'antisémitisme? Est-ce qu'il y a des noms qu'on ne peut pas prononcer par peur d'être assimilés à d'antisémitisme? Est-ce que si je parle de personnages du pape ou de personnes chrétiennes, je veux dire par là que ce que je souligne chez eux, c'est leur chrétienté. Est-ce que je ne connais même pas la religion en général des gens que je côtoie? Ça ne m'intéresse pas. Je ne m'intéresse ni à leur religion, ni à leur couleur de peau, ni à leur nationalité, ni à leur orientation sexuelle, ni à leurs idées politiques, parce que ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Je n'ai que faire de ce qui les concerne dans leur vie privée. Donc voilà les trois piliers sur lesquels ils construisent leurs accusations et qu'ils ont plaidé via leurs avocats pendant ce procès auquel je me suis présentée seule, puisque, entre autres des trahisons que j'ai vécues, eh bien, il y a eu l'abandon de mon avocate au milieu de l'été, au même moment où je suis arrivée en fin de droit de chômage. Donc c'est des chocs qu'il est difficile de surmonter, mais quelque part, j'y suis un petit peu habituée depuis ces années, et tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Pour l'instant, tout ça ne m'a pas tuée. Et de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui? Mais je suis fière d'avoir su rester intègre et rester entière. Intègre et entière. Intègre à l'intérieur, entière à l'extérieur. D'avoir toujours la même force, foi en mes valeurs, en la justice, en la vérité. J'ai vu par mes diverses expériences que l'humain n'était pas parfait, loin de là. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre pourquoi les gens agissent comme ils le font. Je pense qu'on est tous mus par nos blessures non guéries, par un travail sur soi qui n'a pas été fait, parce que peut-être il nous semble superficiel ou superflu. Mais je pense que tout le monde devrait faire un travail sur soi, se remettre en question, guérir ses blessures au mieux qu'il le peut, pour ne pas les faire porter aux autres. Parce qu'en fait, en ne guérissant pas nos blessures, et en disant « moi je me dédie à la cause, je ne pense pas à moi », eh bien en fait on fait porter aux autres le poids de ce qu'on n'a pas guéri chez nous. Et en fait, on passe notre vie à reconnaître nos failles, nos blessures chez l'autre,
à l'accuser de ses blessures et de ses failles, en projetant, en faisant des projections, et en croyant que l'univers est contre nous, par exemple, alors qu'on construit notre environnement, on construit notre vie, on construit nos challenges. Et ce qui nous pose question, ce qui nous heurte, ce qui nous blesse, est souvent des choses qu'on doit travailler sur nous. Et que je pense qu'il serait bon d'arrêter de faire porter aux autres nos propres échecs, écueils, difficultés. Je pense que quelque part, je suis aussi responsable de ce qui m'arrive parce que j'ai voulu la confrontation et je l'ai obtenue. Que le monde est le reflet de ce qu'on est finalement, de nos lâchetés, de nos hypocrisies, de nos peurs. Et que plus on guérira ce qui nous fait défaut, ce qui nous entrave, et plus le monde ira mieux parce qu'il sera à l'image de qui on est. Et je pense qu'on doit commencer par nous-mêmes. Donc c'est ce que j'essaye de faire le plus possible. Et ce que j'apprends là tous les jours, c'est à me respecter parce que j'ai remarqué que durant ces années, j'ai eu tendance à m'oublier, à tout donner pour la cause, en me disant moi je m'occuperai plus tard parce que c'est bon, j'ai de la ressource. Et finalement, beaucoup de gens se croient tout permis aujourd'hui avec moi, croient que je suis là pour eux, à leur service. Que tu es invincible. Que je suis invincible et que je suis une forteresse et que quoi qu'on me fasse, je resterai de marbre, je resterai solide. Et je suis une hypersensible, tu le sais, tu l'as vu. J'ai parlé de cette hypersensibilité dans la vidéo que j'ai faite sur les hauts potentiels. Je ne suis de loin pas invincible. J'ai des faiblesses, j'ai des failles et ce que je fais, c'est rebondir en permanence, c'est une résilience. Mais ne vous essuyez pas sur moi comme sur un paillasson, ne croyez pas que je suis la réponse à toutes les questions, ne me prenez pas pour la secrétaire de l'un ou de l'autre. J'ai eu beaucoup de demandes de personnes qui me demandaient d'interpeller Astrid Stuckelberger parce qu'elle ne répondait pas aux messages, mais de la même façon qu'Astrid Stuckelberger, j'ai aussi une vie, j'ai aussi besoin d'être respectée. Et je ne suis pas la secrétaire d'Astrid Stuckelberger. Je connais énormément de monde, mais pour autant, je ne suis pas le standard de toutes ces personnes. Concrètement, tu peux nous donner deux, trois petits exemples de quelle manière tu te respectes aujourd'hui ? Bien aujourd'hui, je ne réponds pas systématiquement à tous les appels que je reçois dans la minute. Je ne me culpabilise plus quand je n'ai pas vu les messages qu'on m'envoie, parce que j'ai des milliers de messages non lus depuis 4 ans, que ce soit sur Messenger, Odyssey, Telegram, mes mails, Twitter, tous les réseaux. J'ai 11 réseaux. Et autant de messageries. Même plus, puisqu'il y a les SMS, il y a les mails, il y a Signal, etc. Bref, je ne me culpabilise plus, ou de moins en moins. Je renonce à certaines vidéos, à certaines manifestations auxquelles on me demande d'assister parce que je n'ai plus les moyens d'y aller, parce qu'il faut savoir que je fais tous mes déplacements bénévolement à mes frais, que pratiquement toutes les conférences que j'ai données, elles ont été données bénévolement, à mes frais, que les manifs, évidemment, j'y viens à mes frais aussi, et que j'ai prêté de l'argent à différentes personnes de la résistance au moment où j'avais... donné de l'argent à différentes personnes durant les manifs, durant les déplacements, à des personnes qui n'avaient plus de moyens, alors que moi j'étais encore soit au chômage, soit en emploi. J'aimerais qu'on parle à présent de la situation mondiale, brièvement. Tu es très critique envers des organisations internationales, évidemment, comme l'OMS et le Forum économique mondial, et c'est tant mieux. Quelles sont, selon toi, les plus grandes menaces que ces institutions font peser aujourd'hui sur nos libertés individuelles ? Disons que, plutôt que très critique, alors effectivement, j'ai un avis critique aujourd'hui sur les organisations internationales pour avoir fait des recherches et pour avoir vu les activités auxquelles elles s'adonnaient, notamment à l'agenda 2030, la vaccination globale. Les dangers sont une restriction drastique des libertés de voyager, des libertés de côtoyer les personnes qui nous entourent. La liberté d'expression, elle a été gravement endommagée depuis le Covid, mais déjà avant. Ce que promettent
d'entraver et d'abîmer dans notre monde ces organisations internationales qui veulent notre bien malgré nous et sans nous avoir consultés. C'est de nous imposer leur vision du monde meilleur qu'elles espèrent, du monde parfait, sans humanité, avec une intelligence artificielle qui serait notre référence pour s'informer, pour décider, pour voter. Une digitalisation excessive qui rendrait la machine souveraine à notre dépens, à nos dépens, pour prétendument notre bien-être. Or, l'humain, il n'a pas besoin d'avoir un frigo qui lui dise qu'il faut acheter du beurre ou des yaourts. Il a besoin d'une famille aimante, il a besoin d'amitié sincère, il a besoin de construire, il a besoin d'être créatif, il a besoin de se sentir utile, il a besoin d'échanges, il a besoin d'apprendre, il a besoin de se débrouiller tout seul, il a besoin d'être fier de lui. Il n'a pas besoin qu'on lui donne tout sur un plateau depuis son canapé, à peser 250 kilos, avec sa petite voiturette pour aller chercher son pot de glace dans le frigo. Je pense pas. Je pense que le bonheur, il n'est pas là. Le bonheur, il est dans le partage, il est dans l'échec, il est dans les épreuves, les choses qui le challenge, les choses qui lui paraissent difficiles, mais qu'il réussit à accomplir. Il est dans tout ça le bonheur. Donc il n'est pas dans la digitalisation, il n'est pas dans l'innovation aveugle, il n'est pas dans la dématérialisation, la distanciation. Il est dans le réel, il est dans le contact, il est dans le tangible et il est dans l'imparfait. Donc voilà ce contre quoi je lutte pour que les humains puissent vraiment décider de ce qui les attend. Parce qu'une autre chose aussi que j'ai entendue, c'est, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire? Qui on est? On n'est rien, on est impuissant face à cette machine, à ce rouleau compresseur. Eh bien non, on est tellement important. Ces minorités qui décident de tout ce qui nous arrive, elles sont minoritaires. Et on n'a pas besoin de majorité pour changer les choses, pour réorienter le cours de l'histoire. On a besoin simplement d'y croire, d'être intègre et de s'entraider. Et je pense qu'on a les moyens de le faire. Alors justement, tu as percé comme personne d'autre finalement les agendas obscurs de certaines institutions ou organisations internationales ou multinationales. Quelles sont tes raisons d'espérer? Est-ce que tu peux partager avec nous quelques raisons d'espérer, quelques raisons d'être optimiste? Les raisons, je les ai tous les jours, je les ai dans l'amour que je donne et que je reçois, dans les sourires que je rencontre, dans l'émotion que je vois souvent chez beaucoup. J'ai vu tellement de changements d'attitude avec simplement une discussion, avec simplement une graine qui a été plantée un jour et puis qui plusieurs années plus tard me reviennent, des personnes qui sont venues vers moi par exemple en me disant mais en fait je te prenais pour une blonde un peu fantasque quand tu m'expliquais les chemtrails ou les accords de libre-échange ou les personnes qui étaient enfermées dans des prisons qui étaient innocents, qui n'avaient rien fait. Et aujourd'hui, en ayant fait mes recherches, je vois que tout ce que tu disais, c'était tout à fait vrai et qu'on était même en dessous de la vérité. Et je te présente mes excuses parce que je ne t'ai pas cru et je me suis fiée à l'apparence de ce que tu es, de ce que tu représentes, quelqu'un de joyeux, de naturel. Et le naturel, parfois, fait penser qu'on est naïf ou qu'on n'a pas la tête sur les épaules. Et donc, moi, ça me donne de l'espoir de voir que ces personnes se remettent en question, reprennent le contrôle de leur vie, vérifient les choses qui leur ont été dites. Et je pense que chaque graine peut donner des arbres, des forêts. Et c'est ce que je vois autour de moi. Et je vois les gens qui se réveillent aussi, des gens qui ont été vaccinés pour ne pas perdre leur travail ou pour voyager, qui aujourd'hui le regrettent. Et nous disent « mais comment on aurait pu savoir ?» Les gouvernements, la télévision nous disaient que c'était bon pour nous, que c'était sûr et efficace. Et je leur disais, bah, écoutez, peut-être que c'est de ce chemin-là que vous deviez emprunter pour comprendre d'autres choses. Peut-être que chacun a son chemin, chacun a son rythme, qu'il ne faut pas...
tu vois, par exemple, je suis contre le ni oubli ni pardon. Parce que pour moi, c'est reproduire le modèle qu'on dénonce. C'est la sanction à tout prix, c'est la vengeance, c'est la vendetta. Et toutes les vendettas donnent lieu à d'autres vengeances. Et le cycle ne s'arrête plus. C'est un cercle vicieux qui amène à la destruction de tous finalement. Je pense qu'on fait tous des erreurs et qu'on peut pardonner, qu'on peut se rendre compte, même quand on a fait du mal, même des gens qui m'ont sali, peuvent changer, peuvent se rendre compte. Je suis toujours ouverte, même aux journalistes, et je leur ai déjà dit plusieurs fois, qui m'ont calomniée, je suis tout à fait ouverte à leur pardonner à partir du moment où ils arrêtent de me calomnier, où ils entrent dans une vraie discussion honnête et respectueuse. Et d'un point de vue collectif, est-ce qu'il y a des bonnes raisons de se réjouir des 20 prochaines années pour toi? Est-ce que tu as été témoin de beaux projets? J'ai été témoin surtout de plans mondialistes qui s'arrêtent ou qui sont freinés ou qui prennent d'autres directions. Je vois que l'argent liquide a du mal à être éliminé parce que les gens y tiennent, surtout en Suisse. Je vois que la voiture électrique, tout électrique, auquel ces personnes veulent nous amener, avec des villes desquelles on ne pourrait plus s'échapper, la ville de 15 minutes prônée par Klaus Schwab, eh bien les gens n'adhèrent plus si facilement que ça au tout électrique. Le projet annoncé par Bruno Le Maire en 2022 ou 2023, a dû être abrogé pour passer du tout électrique au tout électrifié. Ils font des nuances dans les mots, puisqu'ils voient que les ventes des voitures électriques n'ont pas les résultats escomptés, eh bien, ils assimilent les voitures hybrides aux voitures électriques. Bon, c'est des petits pas. Quand je vois que la vaccination globale ne le prend plus avec des substances inconnues, expérimentales des menaces de nouvelles pandémies. Et des menaces de nouvelles. La monkeypox n'a pas pris. Elle a tenté, le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a essayé en 2022, a réessayé en 2023, n'est toujours pas parvenu à convaincre. Voilà, donc c'est des choses qui me donnent de l'espoir au niveau collectif, que les moutons ne sont pas si bêtes, ne sont pas si tondus, il reste de la laine et que la laine, ça repousse. Alors passons aux valeurs humanistes, et bon, on y est depuis déjà 1 heure maintenant, mais en tout cas peut-être celle de la femme en toi. Ouais. Personnellement, je trouve que tu incarnes un très bel exemple du meilleur de la femme dans son engagement social et politique. Alors en tant que femme engagée dans un monde souvent dominé par des structures de pouvoir masculines, quelles sont les valeurs que tu défends pour l'émancipation des femmes et de quelle manière juges-tu pertinent aujourd'hui d'exprimer les qualités féminines sans tomber dans un féminisme extrémiste et radical qui se détourne finalement du principe féminin et de la douceur féminine? En tout cas, ça c'est mon point de vue. Absolument. Alors justement, je fais un parallèle avec le féminisme idéologique qui nous a été insufflé avec l'agenda 2030 dans le but d'agrandir l'acronyme LGBTQI+, etc. Peut-être je fais l'amalgame, c'est peut-être un peu rapide pour les personnes qui découvrent, mais les causes, comme je disais tout à l'heure, je parlais d'instrumentalisation du climat. De la même façon, on a instrumentalisé les femmes à s'émanciper des hommes dans un premier temps, à travailler, à être indépendantes, à ne plus avoir besoin de l'aide, du soutien de l'homme. Et de la même façon, on l'a éloignée de l'homme et mise en concurrence avec l'homme, mise en combat avec l'homme, à presque l'inciter à dévaloriser, à dénigrer les hommes qui aujourd'hui n'ont plus de place. Comment être un homme aujourd'hui? Je me mets à leur place, c'est difficile, très difficile. Et plus j'avance, plus je me dis qu'on est tellement complémentaires, on est tellement différents, mais on peut tellement s'accorder. Nous, on a des facultés de multitasking. On sait faire de multiples choses en même temps, on sait penser à de multiples choses en même temps. On est bonne pour le détail, pour la répartition des tâches, pour la coordination, pour aider les personnes qui vont au front. Alors certes, moi je vais au front, je fais un petit peu l'homme et la femme dans la même personne, parce que ça m'a semblé important.
Et parce que j'ai grandi un peu seule, donc c'est aussi les deux côtés se sont développés chez moi, le masculin, le féminin. Mais n'ayons pas peur, je pense, ni du masculin en nous, chez nous, la femme, ni du féminin dans l'homme. Et ces valeurs que je trouve importantes et qu'il s'agit, à mon avis, de valoriser, de développer, c'est d'une part la sensibilité, l'intuition qui nous a tant manqué durant ces années. Le fait de savoir coordonner les actions, le fait de s'attacher au vivant, parce qu'on porte l'enfant, on a ce sens du vivant, on a ce sens de l'humain, de l'humanité, de la tendresse. De la tendresse, mais aussi du fait de perpétuer la race, entre guillemets, la race humaine. Les valeurs d'amour, d'affection ostentatoire, pas ostentatoire, mais explicite. D'amour inconditionnel. D'amour inconditionnel. C'est vrai que ça, c'est très féminin. Ces valeurs, pour moi, sont notre salut, seront notre salut pour le monde qu'on veut construire. La performance pour la performance, la concurrence, l'action qui vise juste la destruction ou la construction de quelque chose de massif, mais en omettant tout ce qui est autour, tous les détails qui sont importants, toute la forme, le fond plutôt que la forme. La forme, on la néglige tellement. Il s'agit d'avoir un chiffre d'affaires qui soit de 20% supérieur à l'année précédente. On ne s'occupe pas du bien-être des gens, de leur épanouissement, est-ce que ça a un sens pour eux, est-ce qu'ils ont les ressources nécessaires pour accomplir les choses, est-ce que l'entente est correcte dans le groupe, est-ce que les gens sont valorisés, est-ce qu'ils sont au plein potentiel de leurs compétences. Non, on veut un chiffre d'affaires, on veut de l'argent, on veut un objectif en négligeant la forme, en négligeant l'humain. Et ça, c'est des choses féminines qu'il s'agit vraiment de rétablir. N'ayons pas peur d'être femmes aussi, parce qu'on a vu dans ces combats qu'il y a beaucoup de femmes qui sont montées au créneau, parce que là, l'humanité était en danger. J'ai vu beaucoup de frustration également chez les hommes qui se sentaient donc déboussolés, en perte de place, en perte d'importance. Et j'ai vu beaucoup même face à moi, de concurrence ou d'attaque de la part d'hommes qui, je pense, me voyaient comme une féministe, justement. Non, mais aussi une concurrente, aussi un danger. Parce que je m'affirme, parce que je ne me laisse pas déstabiliser, parce que j'avance même dans la tempête. Enfin, je ne sais pas, il y a des choses, je pense, qui posent problème à certains hommes. Donc, n'oublions pas qui nous sommes et l'amalgame à tout va un homme est le même qu'une femme. Non, on est égaux en droit, mais on n'est pas égaux en soi, on n'est pas égaux en attributs, en compétences, j'ai du mal à trouver les mots, mais on se comporte en notre sein. Et je pense que c'est important aussi de comprendre l'autre, parce qu'on vient de deux planètes, ça, il n'y a pas de doute. Mais quand on comprend que ce qui nous anime, en tout cas ça c'est Mars et Vénus, hein, c'est la lecture et le spectacle présenté par Paul Devendre qui me l'a appris, et puis c'est la pratique. Nous, on est plus axé sur la relation. Moi, ce qui me fait lever le matin, c'est la relation avec les autres. C'est ce qui me motive. L'homme, en général, après il y a toujours des exceptions, est motivé par la performance, par ce qu'il va accomplir. Si on comprend ça chez l'autre, on lui pardonne aussi. Ce qu'on prend pour une attaque. Le fait que, par exemple, nous, on a envie d'aider un homme qui est en train de faire une certaine tâche, on a envie de l'aider parce que nous, c'est la relation qui compte. Eh bien, l'homme va se sentir mis en doute, va penser qu'on n'a pas confiance dans ses compétences et va le prendre mal, alors que nous, on apporte ce qu'on aimerait qu'on nous apporte, nous. Enfin bon, là, je digresse un peu, mais je pense que c'est important pour se comprendre aussi, de comprendre qu'on ne fonctionne pas avec les mêmes moteurs et le même carburant. Est-ce que tu veux bien nous raconter une anecdote à ton sujet, drôle ou touchante,
dans ton enfance, dans ton adolescence ou à l'âge adulte, en fait, un coup de folie, un coup de maître ou un coup de culot, ou alors aussi, pourquoi pas, un souvenir bouleversant, transformateur, que tu souhaites partager avec nous. Alors, je suppose que j'en ai plein. J'ai surtout des expériences d'avoir osé des choses que d'autres n'ont pas osé. J'étais souvent celle qui posait les questions pour les autres, qui n'osait pas poser en classe. J'étais souvent la médiatrice entre deux clans adverses, entre guillemets. J'ai toujours été au milieu entre le marteau et l'enclume, en fait. Donc c'est quelque chose qui m'a accompagnée toute ma vie. J'ai toujours voulu que tous mes amis s'entendent, par exemple. La longue et large, vaste tâche. Par exemple, on était à Lyon une fois avec une petite bande d'amis, j'avais 17 ans. Un jeune garçon que je ne connaissais pas, qui devait avoir nos âges, était encerclé par 2 ou 3 hommes un peu plus âgés qui lui voulaient je ne sais plus si c'était son Walkman ou son Discman, tu vois, ça date un petit peu. C'était au métro de Lyon. Et là, j'ai dit à mes copains, faites quelque chose, il ne faut pas qu'on le laisse se faire tabasser, voler son appareil. Et donc, on s'est rapprochés et 2 de mes amis ont interpellé les malfaisants. C'est toi qui as initié. Ouais, c'est moi qui ai initié le truc. Et ensuite, on est rentré dans le métro, mais ça, c'est naïvement, bêtement, on est rentré dans le métro à la même rame que tout ce petit monde. Et là, il y a une fille, les yeux injectés de sang, je les vois encore, qui vient vers moi. Elle vient vers moi, elle me provoque comme ça. Elle me dit, ah, tu faisais ta belle tout à l'heure, tu faisais ta belle. Hein. Elle me donne des claques, tac, tac. Moi, je bougeais pas. Au début, je répondais, je dis, mais non, je faisais pas ma belle, qu'est-ce que tu racontes et tout. Puis en fait, je suppose qu'elle était droguée ou elle n'était pas dans son état normal. Elle m'a donné plusieurs claques. Et après, je me suis éteinte en attendant que ça passe. Et je m'en souviendrai parce que j'ai eu l'impression d'avoir fait quelque chose de juste, puis après de m'être compromise dans l'histoire. Mais je trouve aussi bien de savoir prendre des coups, parce qu'après on les dédiabolise quelque part. C'est pas si grave de se prendre des claques dans un métro. Il n'y a pas mort d'homme. J'ai vécu plusieurs choses de cet acabit. Et puis plus récemment, évidemment, durant les mesures Covid, dans le train, c'est mes grandes victoires, entre guillemets. Pas de masque dans le train, y compris dans les moments les plus exigeants au niveau des mesures. Mais le décret du 29 octobre 2020 en France me permettait de ne pas mettre de masque puisque j'avais un certificat médical qui m'en dispensait. Parce qu'effectivement, j'ai besoin de respirer. Ça paraît bizarre, mais c'est un besoin que j'ai. Incroyable. Donc, cela m'a valu quelques mésaventures avec des contrôleurs qui ne connaissaient pas la loi, bien entendu. Mésaventures qui se sont toujours bien finies. C'est-à-dire que soit on m'a attribué une rame pour moi toute seule, soit on m'a laissé tranquille, soit j'ai même eu des personnes qui ont reconnu après coup qu'elles ne connaissaient pas la loi et que merci de leur avoir fait connaître la loi. J'ai eu également une petite anecdote avec un contrôleur dans un train en Suisse train dans lequel je n'avais évidemment pas de masque non plus, qui me disait vous inquiétez pas, bravo pour ce que vous faites, je vous suis sur Telegram. Ça c'est gratifiant. Donc j'étais voilà, c'était des bonnes petites aventures. Et puis alors sinon tout ce qui est prendre l'avion, notamment pendant cette période où soi-disant on ne pouvait pas passer la frontière, je suis arrivée en retard, ils m'ont attendu, l'avion m'a attendu, tout ça parce que j'y ai cru, parce que je me suis dit tout n'est pas perdu, mon billet ne passait plus parce que l'heure était échue, mais encore une fois l'humain, je me suis adressée à une humaine qui était au contrôle des bagages et qui m'a dit allez-y, et puis l'avion m'a attendu. Donc c'est des petites victoires où je me dis, il ne savait vraiment cette maxime de Samuel Clemens alias Mark Twain, qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Alors cette maxime, j'y crois dur comme fer et je l'applique le plus souvent possible. Est-ce que tu as une activité ou un passe-temps secret qui nourrit ton cœur et ton âme ? Alors je n'ai rien vraiment de secret, mais mon péché mignon, c'est le restaurant. Parce que j'y retrouve l'ambiance que je connaissais à table en famille. C'est plus ou moins le seul moment où l'ambiance était bonne, parce qu'il y avait une tension permanente avec un père très autoritaire.
Et c'était le seul moment où ça se détendait. Donc j'ai gardé cette mémoire de la table qui rassemble, la table qui apaise et qui permet de se dire les choses qu'on ne se dirait pas en temps normal, qui permet de savourer aussi. Je suis une grande gastronome, j'adore manger, j'adore me régaler. Donc le restaurant, c'est un moment pour moi de reprise de force, de partage aussi. C'est festif, tout ce qui est célébration. Je me nourris de la célébration, j'adore célébrer, j'adore me remémorer et rendre hommage à ce qui va bien, aux rencontres que je fais, à ce qui va bien chez l'autre aussi. J'adore mettre à l'honneur les réussites de l'autre. Je trouve que tout ce qui est victoire sur soi-même ou victoire même à toutes les échelles mérite célébration. Et je trouve que ça guérit le cœur, ça donne la joie et ça nourrit cette foi en l'humain, cette foi en ce qu'on espère vivre dans ce monde meilleur. La foi, justement, on y vient. Est-ce que tu peux nous parler davantage de cette spiritualité qui t'habite? Et est-ce qu'elle existe? Et si elle existe, de quelle façon est-ce qu'elle te guide dans tes actions militantes, politiques, sociétales, amicales, en fait à tous les niveaux de ton existence? Alors, c'est vrai que la foi m'habite, mais pas la foi religieuse. Je ne suis pas religieuse, je ne suis pas pratiquante, je ne me soumets à aucun dogme, d'où qu'il vienne. Et je garde vraiment cette indépendance, cette liberté que je cultive à tout point de vue, y compris au point de vue, en ce qui concerne mes opinions ou mes affinités avec quiconque. La foi, disons que j'ai un rapport à l'invisible qui est très personnel. Je n'ai pas de rituel particulier, mais je m'adresse à l'univers ou à la vie. Je ne donne pas tellement de nom à ce qui se passe dans l'invisible. Ça, par contre, je suis persuadée qu'il se passe des choses dans l'invisible. Je crois beaucoup dans la physique quantique, qui n'est pas une religion, je le rappelle, et que je pense que plusieurs dimensions cohabitent et qu'on est simplement dans l'une d'elles et que notre matérialité est due à notre conscience et que notre âme perdurera au-delà de notre corps physique. Je fais appel à l'univers pour m'aider à surmonter parfois des épreuves ou même à trouver des places de parc. Mais ça, je ne suis pas la seule. Et ça marche. Ça marche vraiment, ça. Je le fais aussi. Mais je me sens à la fois seule et à la fois pas seule. Mais en même temps, j'ai pas d'attente. Je ne m'appuie pas sur ça pour avancer. Je me sens quelque part protégée malgré tout ce que j'ai pris dans la figure. C'est assez paradoxal. Mais j'ai l'impression que je ne suis pas là par hasard, quoi. Justement, ma mission de vie, je suis en train de l'accomplir. Est-ce que tu n'as pas l'impression aujourd'hui que cette première partie d'existence qui a été rude pour toi, mais en même temps très belle et puissante, intense, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'elle te prépare aujourd'hui à quelque chose? Mais tu ne sais peut-être pas forcément quoi, ou peut-être que tu le sais déjà. Non, je ne le sais pas, mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que toutes les trahisons, tout ce que j'ai vécu, toutes les blessures que j'ai vécues avant le Covid, au sein des syndicats, au sein des différents groupes desquels j'ai fait partie, j'ai toujours été à un moment donné trahie par un des membres, souvent un nouveau membre d'un groupe, je pense par infiltration ou rejeté du groupe, m'a préparée à supporter ce que j'ai vécu maintenant. Alors peut-être que ce que je vis maintenant m'aidera à supporter ou à avancer dans ce que je vivrai après. Mais je ne sais pas ce que c'est. J'avance vraiment à vue, chaque jour, un après l'autre. Et je ne sais pas sous quelle forme. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu es sur un nouveau projet de vie j'ai pas d'idée précise en tête. J'aimerais finir mon livre, que j'ai commencé il y a 4 ans et que j'ai beaucoup avancé cette année. Qui parle de mon parcours et aussi de ce que j'ai pu découvrir. En fait, ce livre, je le veux comme une sorte de guide pour donner de la force, pour donner du courage, pour se dire qu'on n'est pas seul, pour se dire que malgré les épreuves, on peut continuer à avancer, qu'on peut même arriver à des choses incroyables.
Donc non, mais je n'ai pas d'idée précise de ce vers quoi je suis amenée à œuvrer. Mais là, pour l'instant, je suis ouverte à énormément de choses. On s'imagine bien que tu ne vas pas finir au fond d'un placard. Non. Et on se réjouit au contraire J'espère. De ce que tu vas déployer publiquement. En tout cas, je te souhaite vraiment de déployer le meilleur de toi-même, de continuer à le déployer et d'être reconnu dans ce déploiement. Grand volet, ça aussi. Alors, justement, après toutes ces années d'engagement, d'activisme et de lutte pour la transparence et les libertés, quel bilan fais-tu de ton parcours, Chloé? Et surtout, comment est-ce que tu souhaites aujourd'hui faire de ce vécu, de cette expérience, un bouquet à offrir aux autres? Le bilan. Alors, il y a beaucoup de bilans que je pourrais faire de tout ce que j'ai vécu. Je pense que l'une des choses que je retiens, c'est que il ne faut pas devenir quelqu'un d'autre par peur de déplaire, par besoin de conformisme, par peur d'être seul. Je pense qu'il faut avant tout respecter qui on est au plus profond de soi. D'abord, savoir qui on est, parce que ce n'est pas évident. Faire ce travail d'introspection pour comprendre qui on est. Et ne pas se laisser ni séduire, ni orienter, ni intimider, ni menacer. Donc ça, c'est un bilan que je tire. Je suis la même qu'avant. C'est vraiment c'est ces 4 ans qui m'ont permis de l'éprouver, de le comprendre, que je n'étais pas influençable. Et que même avec tous les compliments ou toutes les attaques que j'ai reçues, je n'ai pas vendu mon âme, je n'ai pas compromis mon intégrité, que je sais que je ne plais pas à tout le monde, et tant mieux, ce qui prouve que j'ai une position, que j'ai des valeurs. Parce que ceux qui veulent plaire à tout le monde ou qui croient qu'on peut plaire à tout le monde, c'est des gens, à mon avis, qui se laissent emporter au gré des vagues et qui n'ont pas de colonne vertébrale propre. Donc l'intégrité, ça c'est un bilan que je tire, avoir su garder mon intégrité, avoir su garder mes valeurs, avoir grâce à ça rencontré des personnes sincères, grâce à ça trouvé l'amour, le vrai, celui qui m'accompagnera jusqu'à la fin. Parce qu'en étant soi-même, j'ai rencontré quelqu'un qui est lui aussi lui-même et qui me ressemble, avec des blessures qu'on partage, avec des sensibilités qu'on partage, avec des valeurs qu'on partage. Et que si on n'est pas soi-même, on ne peut pas rencontrer quelqu'un qui nous corresponde vraiment. Donc ça, c'est un beau bilan aussi que je tire de toute cette aventure. Ça m'a permis aussi de faire tomber les masques de beaucoup de monde, y compris dans ma famille. Des choses que j'avais en doute, que je soupçonnais, mais qui se sont révélées finalement. Et ça m'apprend, et je n'ai pas fini d'apprendre, à compter sur moi et à me faire confiance. Parce que finalement, on est seul, même si on aime, même si on est aimé, même si on a des amis, même si on a un amoureux qui nous aime. On est seul au début, on est seul à la fin. Et on est seul dans les calomnies, on est seul dans les procès, on est seul dans le licenciement, on est seul face aux gens qui nous idéalisent aussi, mais qui nous calomnient aussi, des gens qui ne sont pas forcément des médias, des gens qui sont jaloux, des gens qui se sentent menacés ou qui ne comprennent pas le combat qu'on mène. Des gens qui ne comprennent pas, par exemple, ce qui me vient, que je puisse écouter des alliés comme des ennemis, parce que tout m'intéresse, je veux comprendre. Les gens qui ne pensent pas comme moi ont des raisons de penser ce qu'ils pensent ou de faire ce qu'ils font. J'aimerais comprendre d'où ça vient. Ce n'est pas pour autant que je les rejette. Et je pense qu'ils ont peut-être des raisons, finalement, parfois, de croire que ce qu'ils font, c'est bien pour eux. C'est peut-être bien pour eux, d'ailleurs. Pourquoi condamner l'autre avec ses différences? Pourquoi condamner les personnes qui ne comprennent pas les mêmes choses que nous, qui ne lisent pas ou qui n'agissent pas comme nous, ou qui ne sont pas aussi rapides, par exemple? Même nos ennemis ont eu une enfance, ont eu des blessures, ont eu un parcours qui a fait ce qu'ils sont aujourd'hui.
Donc les gens qui ne comprennent pas que je m'intéresse à tout, y compris à ce qui ne va pas dans le sens de ce que je défends, eh bien je ne suis pas une menace pour eux, au contraire. Je ne suis ni dans la concurrence, ni dans la performance. Si tu avais une déclaration d'amour à faire, laquelle serait-elle? À qui ou à quoi? J'aimerais déclarer mon amour à toutes les personnes qui ont été sincères avec moi, que je ne connais pas toutes et que je n'ai peut-être pas rencontrées. À celles qui m'ont permis de tenir, aux personnes qui m'ont remonté énergétiquement aussi, avec des soins à distance, aux personnes qui m'ont offert le couvert, qui m'ont offert le gîte, et aux personnes qui ne m'ont pas menti, quitte à me décevoir. Ce que j'affectionne le plus au monde, c'est la vérité, c'est la sincérité. Et aussi une déclaration d'amour à mon amoureux, qui m'a rencontrée grâce à mon travail. Voilà, pour les déclarations d'amour. Merci Chloé pour ce témoignage profondément humain, authentique, touchant, à ton image. Et puisses-tu être reconnue et embrassée par tous ceux qui croiseront ta route à la hauteur de ce combat que tu mènes. Et je te souhaite vraiment tout le meilleur du monde. Merci Isabelle, merci beaucoup pour cette interview et pour ce moment.